Bonsoir à tous. Plusieurs d'entre vous me connaissez peut-être, mais je m'appelle Renima Kamal et je suis la responsable régionale pour le Québec chez Cancer de l'ovaire Canada. Je suis vraiment heureuse de vous avoir avec moi ce soir. J'aimerais commencer en reconnaissant les peuples autochtones de tous les territoires sur lesquels nous sommes rassemblés aujourd'hui. Même si nous sommes réunis virtuellement, prenons un moment pour apprécier l'importance des territoires où nous vivons et pour réitérer notre engagement et notre responsabilité à améliorer les relations entre les nations ainsi que notre propre compréhension des peuples autochtones et de leur culture. Je suis vraiment heureuse de vous compter parmi nous ce soir. Avant de commencer, j'aimerais aborder quelques points d'ordre administratif. Donc, l'événement, pour ceux qui ne savent pas, sera enregistré et disponible sur notre site Web dans les prochains jours. On vous encourage à poser des questions à nos chercheurs et experts ce soir. Donc, en tout temps, vous pouvez taper vos questions dans la section questions et réponses au bas de votre écran ou dans la section clavardage et nous y répondrons à la fin de chaque session. Profitez du fait qu'on a ces experts devant nous ce soir pour leur poser vos questions. On vous encourage aussi à participer, à partager, à commenter dans notre boîte de discussion, donc dans le chat à droite de l'écran au courant de toute la soirée. Il y a 25 ans à peine, on avait seulement 3 scientifiques qui se consacraient à l'étude du cancer de l'ovaire. Aujourd'hui, grâce aux efforts de Cancer de l'ovaire Canada pour attirer les plus grands esprits dans ce domaine, on compte au-dessus de 250 membres et c'est encore en pleine croissance. Ces scientifiques sont parmi les plus collaboratifs et les plus engagés au monde et nous sommes très heureux et choyés d'avoir certains d'entre eux parmi nous ce soir. Et nous vous sommes très reconnaissants que vous soyez parmi nous ce soir pour notre forum de recherche. Merci de votre soutien et de vous joindre à notre communauté. Des événements comme celui-ci ne seront pas possibles sans vous. Donc, sans plus tarder, j'aimerais maintenant vous présenter Dr. Anne-Marie Messmasson, que vous connaissez certainement. Alors, elle est professeure titulaire depuis 2001. Dr. Messmasson fut directrice scientifique de l'Institut du cancer de Montréal et directrice de la recherche sur le cancer au Centre de recherche du CHUM de 2003 à 2018. En 2017, elle a accepté le poste de directrice scientifique associée de la recherche fondamentale et translationnelle au Centre de recherche du CHUM. En 2003, Dr. Messmasson a été nommée directrice du réseau de recherche sur le cancer du Fonds de recherche du Québec Santé. Dr. Messmasson est également membre fondateur du Canadian Tumor Repository Network, un consortium dirigé par des biobanques de tumeurs provinciales en Colombie-Britannique, Alberta, au Manitoba, en Ontario et au Québec. Ces récentes recherches fondamentales portent sur la prédiction de réponses thérapeutiques et le développement de nouveaux agents thérapeutiques pour les cancers de l'ovaire et de la prostate. En plus de tous ces chapeaux qu'elle porte, elle est également membre du conseil de gouvernance d'OFCAN. Alors, sans plus tarder, Anne-Marie, je vous cède maintenant la parole. Merci beaucoup pour l'invitation de présenter aujourd'hui. Je vais faire d'ailleurs 2 présentations. Je vais commencer avec une première sur c'est quoi l'initiative OFCAN. C'est une des initiatives phares de Cancer de l'ovaire Canada. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran. Puis maintenant, en mode de présentation? En mode présentation, tout à fait. Excellent. Alors, je vais vous parler de vraiment qu'est-ce qui a été quelque chose, une initiative qui est très excitante puis qui a motivé les chercheurs à travers le Canada. Puis d'ailleurs, je travaille en recherche en cancer de l'ovaire depuis plus que 30 ans. Donc, je dois figurer parmi les 3 qui travaillaient il y a déjà 25 ans sur le cancer de l'ovaire. Alors, qu'est-ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on est arrivé à cette initiative qu'on appelle OFCAN. Bien, c'est quoi cette initiative, puis comment est-ce qu'on a décidé sur les priorités. Puis, je vais vous parler des réalisations qu'on a faites jusqu'à maintenant. Alors, OFCAN vient d'un financement du gouvernement fédéral, mais comme vous savez sûrement, ce genre de financement ne tombe pas du ciel, mais nécessite des efforts soutenus
pour essayer de sensibiliser les députés à l'importance de la cause. Alors, il y a plein de patients, membres de l'OCC, des chercheurs qui ont pendant 4 ans travaillé de façon acharnée avec des rencontres avec des députés, avec des lettres qui étaient écrites en ligne, avec des signatures pour vraiment insister que dans ce cancer, qui est vraiment un cancer qui est très meurtrier, qu'on avait absolument besoin de la recherche si on voulait changer le sort de la maladie. Et en 2019, dans le budget fédéral, on annonce 10 millions de dollars sur 5 ans pour la recherche en cancer de l'ovaire. Mais OCC ne s'est pas contenté du 10 millions du gouvernement fédéral. Ils ont été voir s'ils pouvaient développer aussi d'autres partenariats pour augmenter l'argent dédié à la recherche. Et donc, ils ont trouvé des partenaires IRICAR, qui est un organisme qui finance les nouvelles thérapeutiques pour pouvoir les transmettre à l'industrie, a mis presque 1,2 million dans cette initiative. Le CRS, la Société de recherche du cancer, a mis 600 000 $. Et 2 provinces ont décidé de bonifier cette initiative avec 1 million de dollars chaque pour développer la recherche sur le cancer dans leur province pour un investissement d'au-delà de 13,7 millions. Et donc, la période de financement couvre, comme j'ai dit, le budget a été annoncé en 2019 et couvre les 5 ans, donc qui devrait aller jusqu'à l'année 2024. Donc, on est plein dans l'action. À l'intérieur d'argent qui a été dépensé, on avait présenté au gouvernement 3 priorités dont je vais vous parler en plus de détails. Mais si vous voyez, on a sur les 3 priorités, il y a une grande partie qui ont été pour soutenir ça, des projets qui sont propres au Saskatchewan et Nouvelle-Écosse parce que l'argent provincial va soutenir le développement. Vous allez voir qu'on a surtout parce qu'on est dans une période de COVID, quasi rien au niveau des voyages hébergements, mais on a un engagement sérieux envers les patients et de transmettre le savoir, le soutien des ressources et encore, il faut des gestionnaires pour ce genre de grands projets. Alors, quelles sont les priorités et comment on est arrivé à définir ces priorités-là? Bien, on a eu, bien avant qu'on a commencé de solliciter les députés, on a fait un sondage de tous les scientifiques à travers le Canada pour identifier comment est-ce qu'on pourrait avoir un impact significatif sur la survie des patients. Et on a identifié finalement 3 grandes priorités à développer. La priorité numéro 1, c'est de développer des modèles de recherche. Alors, vous savez qu'en recherche, on utilise différents modèles, mais on voyait qu'il y avait des modèles qui étaient mal caractérisés, peut-être peu partagés, où il n'y avait pas suffisamment, ça ne représentait pas tous les sous-types du cancer de l'ovaire. Donc, vraiment, d'avoir un vrai portrait de la maladie, c'était très important. La deuxième priorité, parce qu'on sait que bien qu'on améliore le sort des patients qui sont diagnostiqués, on arrive très peu à avoir un impact curatif. Et donc, il nous faut vraiment des traitements novateurs pour pouvoir les amener en clinique. Donc, la priorité numéro 2, c'était vraiment de développer ces nouveaux traitements. Et finalement, comment est-ce qu'on arrive à avoir un impact? Bien, ces nouveaux traitements doivent être testés en essai clinique pour voir si on améliore ou non la survie des patients. Et donc, on avait besoin de soutenir ce genre d'essais cliniques pour amener tous ces traitements novateurs au chevet du patient. Alors, toutes ces priorités ensemble qui s'entrecoupent et qui sont faites en collaboration devraient, à long terme, aider le pronostic des patients diagnostiqués avec le cancer de l'ovaire. Alors, je vais vous parler brièvement des 3 priorités. Alors, priorité numéro 1, c'était vraiment de créer un ensemble de modèles de recherche et on voulait être sûr que ça serait une ressource qui serait partagée à travers le Canada. Et en utilisant les mêmes modèles à travers le Canada, ça serait plus facile de comparer les résultats d'un laboratoire à un autre.
Donc, on a créé 3 groupes de travail d'experts sur différents types de modèles. Les différents types de modèles, je vais vous les décrire, mais à travers de ce programme-là, on a soutenu 23 projets par un processus qui est très différent pour les scientifiques. Donc, normalement, quand on veut faire de la recherche, on doit compétitionner pour des subventions, qui a les meilleures idées. Mais ici, au niveau des modèles, on a pris une approche différente. On a mis toutes nos ressources en commun. Puis là, on a décidé quel modèle qu'on voulait développer, puis on a décidé quel était le meilleur laboratoire pour le développer. Puis c'est comme ça qu'on a décidé entre nous comment avancer au niveau de la modélisation. Alors, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui est vraiment fidèle à ce qui se passe dans la maladie pour nous aider avec le diagnostic, la prévention et les traitements. Donc, le cancer de l'ovaire a différents sous-types, dont un des plus importants, c'est le séreux haut grade, où 70 à 80% des femmes qui sont diagnostiquées avec un cancer épithélial de l'ovaire, c'est ce sous-type-là. Alors, on avait 3 groupes de travail. Alors, il y a un groupe qui vraiment regarde à ce qu'on appelle des lignées cellulaires. Donc, c'est des cellules tumorales qu'on était capable de propager dans le temps, puis de les utiliser dans notre recherche. On parle de modèles ex vivo, donc ce n'est pas dans un animal ou chez l'humain, mais c'est un entre-deux. Donc, c'est plus apparenté à la tumeur, mais pas aussi simple qu'une lignée cellulaire. Puis ensuite, on a des modèles in vivo. Donc, on a soutenu différents groupes à travers le Canada pour développer ces modèles-là. Même chose pour les autres sous-types de cancer. Donc, ce qu'on avait vu, c'est que bien qu'on avait énormément de lignées de haut grade séreux, on avait une pénurie de lignées qui représentaient les autres sous-types. Donc, on a fait un effort soutenu d'aller trouver les laboratoires qui pouvaient développer ce genre de lignées, qui les avaient déjà, pour pouvoir les pousser, les caractériser, puis par la suite les partager. En même temps, on était intéressé dans les modèles précliniques en souris, parce que c'est vraiment là qu'on est capable de faire des tests de nouvelles thérapeutiques. Et donc, on a été capable de développer 4 nouveaux modèles et ces modèles-là seront partagés avec les chercheurs à travers le Canada. Nous avons aussi développé des plateformes ou d'autres outils qui accompagnent les modèles puis les rendent plus puissants. Donc, parmi ceux-là, il y a la plateforme microfluidique et je vais vous en parler plus tard après la pause sur ce modèle-là. Et il y a d'autres modèles, par exemple, ce qu'on appelle des souris humanisées où on peut reconstituer le système immunitaire humain chez la souris et d'utiliser ce modèle-là pour tester des nouvelles approches comme l'immunothérapie. La priorité numéro 2 était de développer des nouveaux traitements. Puis le but initial, ce qu'on avait donné comme cible, c'est de trouver 8 nouveaux traitements. Mais durant la période jusqu'à date, on a financé 13 études précliniques qui développent des nouvelles approches thérapeutiques. Puis on est fiers du fait que 5 de ces projets-là sont consacrés à des sous-types qui sont moins courantes en cancer de l'ovaire et pour lequel on a très peu de stratégies thérapeutiques. Les bénéficiaires du financement de ces nouvelles stratégies thérapeutiques sont des chercheurs à travers le Canada qui ont des projets qui vont de l'utilisation de virus pour contrôler le cancer jusqu'à l'immunothérapie. La troisième priorité, c'était vraiment de financer des essais cliniques. Donc, le but était, on avait un but, on pensait optimiste d'en subventionner de 4 à 5 et on voulait des essais cliniques qui avaient une portée nationale, qui construisaient sur les découvertes que nous, on faisait au Canada, qui incluaient des patients partenaires pour lequel on avait la recherche translationnelle, ça veut dire qu'on prend des échantillons au fur et à mesure dans l'essai clinique pour répondre à des questions scientifiques, puis on voulait des études cliniques, bien sûr, qui avaient un impact. Alors,
ceux qui, dans la toute dernière compétition, qui ne sont pas encore ouverts, mais qui ont été accordés. Donc, il y en a deux qui s'en viennent de chercheuses qui viennent de la Colombie-Britannique. Un qui était pour évaluer des prédicteurs moléculaires pour la réponse à un inhibiteur de MEK et la réponse anti-estrogène. Et celui du Dr. Yvette Drew, NeoCAS, qui était vraiment pour regarder dans les femmes qui ne sont pas mutées BRCA1, BRCA2, des nouvelles approches thérapeutiques qui incluent l'immunothérapie, les anti-angiogéniques et les inhibiteurs de PARP dans cette population-là pour voir si on pouvait avoir des meilleures réponses. Dans ceux qui ont été soutenus dans la compétition 1 puis qui sont déjà avancés soit dans leur planification ou qui recrutent déjà, il y en a un des docteurs Oza et Lheureux de Toronto qui regarde l'utilisation des inhibiteurs PARP dans la maladie récurrente avant une chirurgie. Il y a le projet ES2 dont je ne vais pas vous parler plus parce que ça fait partie de la recherche qu'on va discuter plus tard ce soir. Ensuite, il y avait une nouvelle cible thérapeutique, le Dr. Oza, qui est un inhibiteur qui n'a jamais été testé chez l'homme. Et ensuite, une autre par Stéphanie Lheureux dans le projet Revolve, qui veut regarder le cancer de haut grade endométrioïde. Les projets de Saskatchewan, comme je vous ai dit, sont en cours. Alors, avec les argents qui ont été donnés par la province, puis suite à une évaluation scientifique par la communauté, l'argent va être utilisé pour créer une biobanque. Puis je vais vous parler plus tard ce soir qu'est-ce que c'est une biobanque et comment on la monte. Aussi, de regarder la perspective des patients atteints du cancer et des spécialistes en obstétrique gynécologie. Et finalement, regarder l'effet des suppléments de fer sur la survie dans la trajectoire du cancer de l'ovaire. Au niveau de l'argent qui a été donné par Nouvelle-Écosse, alors eux, ils avaient déjà une biobanque, mais cet argent-là va expandre puis accélérer la mise en banque. Une spécialiste de l'immuno-oncologie, Dr. Jeannette Boudreau, va regarder une étude détaillée d'immunologie génétique. Et Dr. Urquhart, elle va regarder l'accès aux soins et les qualités en cancer de l'ovaire dans leur province. Finalement, on veut saluer tous nos patients partenaires qui nous ont aidés dans l'évolution de ce projet-là. Puis ces patients partenaires viennent à travers le Canada où on en recrute. Ils nous aident avec plusieurs activités. D'ailleurs, ils font partie de nos comités de revision, ils participent à nos symposiums, ils sont intégrés dans nos essais cliniques et ils participent à toute la recherche collaborative. On fait du consultation sur les propositions de financement. Donc, comme Réunima vous a dit, OFCAN, c'est vraiment un effort multidisciplinaire. Dans notre consortium, on a au-delà de 250 membres de chercheurs à travers le Canada, en plus de nos patients partenaires. Fait que c'est vraiment un effort colossal de la communauté. Puis, j'aimerais terminer par remercier tous les bailleurs de fonds qui ont soutenu l'initiative OFCAN, nos partenaires financiers ERICOR, cancer de la Société de recherche sur le cancer, mais aussi Santé Canada, les deux provinces de Saskatchewan et Nova Scotia. Merci beaucoup, Anne-Marie, pour cette belle introduction. On commence en force. En fait, on a une question et on va la prendre tout de suite. Alors, comment, comme patiente, pouvons-nous influencer nos cellules pour qu'elles demeurent saines après la chimio et le retrait des métastases et cellules cancéreuses et du retrait des organes touchés par le cancer des ovaires et du péritoine du stade 4 dû au gène RAD51D? Pourquoi ce cancer a tendance à revenir malgré tous ces traitements? Alors, bon, je vais commencer avec le fait que le cancer revient. Alors, souvent, qu'est-ce qui va arriver? C'est que malgré nos meilleurs efforts, on n'arrive pas à tuer toutes les cellules cancéreuses lors d'une première thérapie.
les cellules peuvent rentrer en dormance. Donc, Dr. Francis Rodier va nous parler un peu de qu'est-ce qui arrive après la chimiothérapie, puis pourquoi on n'arrive pas à éradiquer toutes les cellules cancéreuses. Puis après une certaine latence, ben, ils sont capables de reprendre le dessus, puis c'est la cause des recurrences. Au niveau des saines habitudes de vie, je veux dire, bien que il n'y a pas nécessairement une littérature exhaustive, on a quand même des chercheurs qui regardent des facteurs de risque. Ce qu'on peut dire, c'est que les mêmes bonnes habitudes de vie, donc au niveau de la saine alimentation, de l'exercice, éviter du surpoids, sont toutes des choses qui peuvent nous aider suite au diagnostic. Merci. Et en fait, on a une autre question. On va prendre le temps de se répondre. Qu'est-ce que l'immunothérapie exactement? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça serait pertinent d'en parler plus tard? Là, je te laisse juger. Non, parce qu'on ne parlera pas beaucoup d'immunothérapie ce soir. Alors, vraiment, je veux dire, quand on parle de chimiothérapie, on parle de poison qu'on donne à des cellules, puis les cellules qui poussent plus vite, donc les cellules cancéreuses, sont empoisonnées plus rapidement que les cellules normales. Fait que c'est vraiment, on y va avec le gros bâton. Ce qu'on n'avait pas apprécié nécessairement il y a 30 ans, mais qu'on comprend très bien aujourd'hui, c'est que notre propre système immunitaire commence dès le début de cancer d'essayer de lutter contre le cancer. Fait que c'est vraiment un combat entre notre système immunitaire et le cancer qui se développe. Puis lorsque le cancer se développe, ça veut dire que notre système immunitaire est en train de perdre la bataille. Mais grâce à différentes stratégies, on peut réveiller le système immunitaire. Donc, on entend parler de ces fameux inhibiteurs de point de contrôle ou checkpoint inhibitors qui sont utilisés maintenant en clinique. Et ça, c'est vraiment pour réveiller le système immunitaire puis qu'avoir que notre propre corps commence à combattre le cancer. Donc, c'est quelque chose qui est très efficace dans certains cancers. C'est moins efficace dans le cancer de l'ovaire. Puis d'ailleurs, parmi les initiatives OFCAN, ben, on essaie de comprendre pourquoi il y a l'immunosuppression, pourquoi on n'arrive pas à réveiller le système de santé, le système immunitaire en cancer de l'ovaire. Parce que si on peut comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, on peut commencer à avoir des nouvelles stratégies pour pouvoir appliquer l'immunothérapie chez nous. Donc, ce n'est pas que ça ne fonctionne pas du tout, mais ça ne fonctionne pas bien ou pas aussi bien que d'autres cancers. Donc, on a du chemin à faire en cancer de l'ovaire avant que l'immunothérapie soit vraiment efficace. Merci beaucoup, Anne-Marie, pour cette introduction et d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Donc, Dr. Messmasson reprendra la parole un peu plus tard ce soir. Donc,